Bonjour à tous, il est 11 heures pile. Merci à tous d'être à l'heure. Vous êtes pratiquement tous connectés. Vos micros sont désactivés. Vous pouvez poser des questions dans le chat pendant la présentation du webinaire. Moi, je suis Christophe Perru, je suis directeur technique d'Extrémité depuis un certain nombre d'années déjà. Je vais représenter Extrémité et je laisserai ensuite la parole à Mélène. Je vous laisse le présenter déjà, ça serait pas mal. Et puis ensuite, on enchaînera sur la présentation. Ce sera Mélène qui l'assurera sur la partie, on va dire, technique, présentation sans fil. Il est plus à même que moi de réaliser cette action. Voilà. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc Mélène, je suis consultant à vente chez Stormshield sur tout le nord-est de la France. Donc j'accompagne à la fois nos clients et prospects partenaires sur tout ce qui est qualification avant-vente sur nos produits. Donc l'objectif d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux passer, Christophe. Oui, tout à fait. Alors, je vais présenter Ah oui, l'extrémité vas-y. et ensuite on parlera des objectifs. Te présentera Samchil aussi, bien évidemment. Rapidement, hein, extrémité, 25 années d'existence au service de nos clients. On a fêté notre 25e anniversaire très récemment, l'année dernière, hein, exactement, fin d'année. Et on enchaîne. 30 collaborateurs, 650 clients actifs dans les Hauts-de-France. Euh, Quelques-unes de nos références, on n'a pas mis les 650, mais ce sont des entreprises de la région, hein, vous devez en connaître certaines. Et il y a pas de dénominateur commun, c'est-à-dire qu'effectivement, on travaille pour le tertiaire, l'industrie, enfin voilà, tout type de clients. Le point commun, c'est que ce sont des entreprises de la région des Hauts-de-France et que ce sont des PME. Voilà. Nos valeurs, l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. Effectivement, on aime à dire qu'on est à moins d'une heure de route de nos clients en général. Le partage, on aime partager les choses, notamment notamment par des webinaires ou des séminaires. Aujourd'hui, on fait un webinaire sur Stormshield, mais on en organise très très souvent. L'écoute et l'épanouissement. Je laisse rentrer des gens en même temps. Nos engagements associatifs, dans un premier temps, les clowns de l'espace, c'est assez connu. On finance un petit peu, voilà, à notre échelle, bien évidemment. L'accordé à Roubaix est la clé pour les adultes voilà, enfin, souvent d'origine étrangère, qui arrivent en France, qui savent ni lire, ni écrire, ni compter, enfin, ou alors dans leur langue. Et voilà, c'est pour les aider. Quand on demande comment on peut les aider autre que financièrement, effectivement, ils disent bah, parlez un peu de nous, ça nous donnera un peu une visibilité au moins des Hauts-de-France, mais en France aussi. Les gestes éco-responsables, effectivement, Extrémité, on a engagé dans une démarche RSE et on a donc par les Eco-Cups, on collecte les lunettes enfin, pour les recycler, enfin, en tout cas par un ZAC et Trizy, pardon, pour les recycler, qui s'occupe de ça. Le tri sélectif, et c'est très important à Extrémité. On trie nos papiers, on collecte les déchets et on fait des actions avec nos partenaires. Nos expertises, elles sont au nombre de 8. On a 8 domaines d'expertise en tout cas. La cybersécurité en est une, on en va en parler aujourd'hui, hein, puisque Stormshield, vous le savez, ce sont des solutions de cybersécurité. Réseau, parce que effectivement, bah, mettre en place des solutions réseau, interconnexion de sites, gestion de bases de données, etc., c'est pas de notre métier. Mais aussi les télécoms. Les télécoms aujourd'hui ont bien muté vers la téléphonie sur IP et nous proposons des offres avec des partenaires. Toujours plus complètes sur pas seulement des téléphones qui sonnent, hein, mais effectivement de la communication unifiée.
Le cloud, par l'hébergement data center de certaines solutions, la gestion dans tous les domaines d'activité pour les entreprises, c'est-à-dire les ressources humaines, la gestion commerciale, la gestion comptable, financière, décisionnelle. Voilà, on intègre des solutions diverses et variées avec des éditeurs nationaux, voire internationaux, et ça nous permet effectivement de répondre à la plupart des besoins des PME. Le développement spécifique, on développe sur mesure en fonction de vos besoins. Si ça n'existe pas, ben, on peut le créer sur cahier des charges, etc. Le digital, refonte de site web, référencement naturel, référencement, voire payant. Voilà, ça fait partie des domaines d'activité. Et l'externalisation de la paye par une société sœur qui s'appelle La Bonne Paye, qui permet enfin, vous pouvez nous déléguer la gestion complète de votre paye. Euh, voilà, selon différents critères, dans tous les domaines, il y a des payes qui sont un peu plus complexes que d'autres. Ça dépend les domaines, mais on est compétent sur pas mal de domaines de la paye. Si on revient rapidement sur sécurité, réseau, télécom et cloud, la cybersécurité fait partie de notre ADN. On travaille avec un certain nombre d'éditeurs. Sorchil apparaît ici en bas à droite, hein. Nous avons d'autres partenaires. Trade Micro en fait partie. Ce qu'il faut retenir de ça, effectivement, on a le label Expert Cyber, c'est-à-dire on a passé une certification qui est valable 2 ans, qu'on a renouvelée pour la troisième fois, donc dans sa version 3.0 l'année dernière. On est certifié et on a été contrôlé voilà, par l'AFNOR, ce qui nous permet effectivement d'amener un certain nombre de choses autour de la cybersécurité. On est capable d'auditer, de faire des pen tests, hein, des tests d'intrusion, voilà, et de répondre sur incident. Malheureusement, ça nous arrive aussi quand il y a des sociétés qui ont été, qu'elles soient clientes d'extrémité ou non, hein, ça arrive, qui ont été piratées ou chiffrées. Voilà, on les aide à redémarrer, enfin, à effectuer l'enquête dans les règles de l'art pour déposer plainte. Voilà, on les assiste et pour redémarrer dans les meilleures conditions possibles. J'en ai fini pour la présentation d'extrémité. Je vais laisser la parole à Mélène cette fois, qui va plus vous parler de Stormshield, du portfolio, qui va entrer dans le concret, voilà, sur les nouveautés. Merci Christophe. Donc tout à fait, effectivement, on va rebalayer l'agenda est très simple, hein, on va balayer 3 points. Rapidement, un rappel de notre portfolio. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite faute sur le slide, mais c'est pas grave. Partie sécurité réseau, il manque un C. Et après, on va balayer 2 thèmes intéressants qui sont effectivement comment vous pouvez protéger tout simplement la navigation web de vos collaborateurs grâce à nos solutions justement de sécurité réseau. Et également, on va faire un point sur comment vous pouvez contrôler, maîtriser vos accès distants, mettre en place aussi évidemment les accès distants pour que vos utilisateurs, partenaires puissent accéder aux applications nécessaires pour leur bon déroulé des tâches. Hop, sur la partie Storm Shield, donc je ne vais pas forcément m'étendre sur la présentation de la société, simplement rappeler que chez Storm Shield, donc on est une société franco-européenne, donc dont la majorité des personnes sont basées en France et une grande partie localement sur Villeneuve-d'Ascq. On va retrouver une bonne partie de la R&D sur la partie pare-feu, toute la partie support technique également, hein, tout est en propre, on n'a pas d'externalisation. Donc ça, c'est important et c'est ce qui fait aussi la différence par rapport à certains de nos compétiteurs, hein. On prône aussi la proximité avec nos partenaires et avec nos clients, notre agilité. Stormshield, on est une société donc, qui dépend d'Airbus à 100%, donc on fait partie d'un grand groupe. Euh, on représente environ 450 personnes et on est le premier éditeur français en cybersécurité. D'accord? Donc c'est important de le souligner. Donc, notre principale activité, c'est effectivement de protéger vos activités et vos infrastructures au travers de toute une gamme
de pare-feu, donc des pare-feux aussi bien physiques que virtuels. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir répondre à des besoins à la fois de solutions IT pour l'informatique, euh, de gestion bureautique, mais aussi l'informatique industrielle, hein, ce qu'on peut appeler l'OT, l'Operational Technology, avec des équipements spécifiques, plutôt durcis, ce qu'on retrouve sur la droite de ce slide, notamment avec la partie SNI, un Storm Shield Network Industrie, 10, 20 et 40, des environnements encore plus durcis, comme le SNXR Extra Rug 1200. Bon, là, c'est très spécifique, mais voilà, on est capable effectivement d'équiper des hélicoptères, par exemple, des avions, ce genre d'équipement avec enfin, ce genre de moyens avec nos solutions. Et après, pour, on va dire, la plupart plutôt des besoins IT, on va être capable d'adresser des réponses, des problématiques avec nos solutions, que ce soit pour les TPE, PME, ETI, grands comptes, parce que la cyber, effectivement, ça ne concerne pas que les grands comptes, hein. Il y a aussi les PME qui doivent traiter ce risque cyber. Et donc, on a toute une gamme de pare-feux capables de sécuriser ces infrastructures réseau, allant de notre plus petit modèle SN170 jusqu'au 6002. D'accord? On a des appliances virtuelles également pour être compatibles avec vos infrastructures cloud, que ce soit cloud public ou privé. Rapidement, ce qui peut faire la différence aussi, hein, sur nos équipements, hormis qu'on soit capable de proposer une richesse fonctionnelle assez importante sur nos produits, que ce soit pour traiter du SD-WAN, du ZTNA, du filtrage web comme on va voir là, ou encore bien d'autres fonctionnalités, c'est que nos modèles qui sont présentés ici, notamment le S-Series, M-Series, L-Series et XL-Series, sont des plateformes matérielles qui sont déclinables en deux modèles, hein. Si je prends le S-Series, par exemple, le S-Series peut être décliné en SN220 ou bien en SN320. L'intérêt pour vous en tant que client, c'est de pouvoir investir dans du matériel pérenne voilà, qui soit pas en fin de vie, et puis qui puisse suivre aussi vos besoins de traitement du numérique, hein, parce qu'effectivement, le monde évolue et on a en général plutôt souvent tendance à avoir plus de performance pour traiter, justement, mettre en place un socle technique pour mettre en place des nouveaux besoins, des nouvelles applications numériques. Et donc, nos équipements sont capables de s'upgrader en fait par simple licence pour passer par exemple du 220 au 320 par simple licence sans changer de matériel. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on retrouve la même chose sur le 720 et le 920, 2002, 3002 et 5002, 6002. Ensuite, juste pour terminer et que vous soyez aussi au courant de ce qu'on a, dès lors qu'un client effectivement a un parc de firewall, voilà, c'est de 5 à partir de 5 pare-feux, 5 pare-feux ou plus évidemment. Donc on peut proposer une solution de management centralisé sous forme de VM aujourd'hui qui s'appelle le Storm Shield Management Center, qui va permettre de favoriser et d'harmoniser les configurations, les politiques de sécurité notamment. On a un deuxième outil compagnon qui est le Storm Shield Log Supervisor, qui va permettre de collecter, centraliser l'ensemble des logs et de vous fournir une visibilité globale à la fois sur les équipements Storm Shield, mais c'est aussi une solution qui permet de rattacher, de connecter d'autres types de sources de logs, donc d'autres actifs que vous pouvez avoir sur votre réseau, hein, que ce soit du proxy, du switch, un Active Directory ou n'importe quoi d'autre qui génère du log. Donc ça, c'est important. On a une solution ouverte pour pouvoir effectivement assurer la rétention des données à long terme et fournir une haute visibilité. Et le dernier point qu'on abordera évidemment dans ce webinaire, c'est la partie Storm Shield Agent, pour comment assurer la connectivité sécurisée justement des utilisateurs nomades, ou bien pour répondre à des besoins de télétravail ou d'accès partenaire tout simplement. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ce portfolio. Dans la continuité, un rappel aussi peut-être, ou une découverte pour certains ou certaines. Chez Storm Shield, on adosse nos pare-feux avec un pack de services. Ce pack de services, c'est très simple chez nous. On a deux possibilités, soit Essential, soit Premium. Donc évidemment, ces packs de services vont délivrer à la fois des fonctionnalités, mais aussi vous permettre d'assurer une maintenance sur vos équipements, que ce soit une maintenance matérielle, une maintenance logicielle, pour effectivement être en mesure de mettre à jour vos équipements de sécurité, que ce soit au niveau du firmware, mais aussi des bases de sécurité qui sont intégrées dans nos solutions, hein, que ce soit la partie prévention d'intrusion avec notre IPS, que ce soit le mode antivirus
ou bien la reconnaissance des applications SaaS, par exemple, avec les services web. Donc tout ça, ça se base effectivement sur des bases qui sont mises à jour automatiquement, automatiquement les firewalls et notre infrastructure cloud qui viennent s'y rattacher. Euh, Ces deux packs sont... Donc si vous posez la question à quoi ils servent, c'est très simple. On a un pack essentiel qui va permettre effectivement de venir sécuriser principalement fournir des services de segmentation réseau, hein. Donc là, on sera plutôt... on va délivrer les fonctionnalités de Next Gen Firewall, IPS, tout ce qui est communication chiffrée, hein, avec le VPN IPsec et la partie VPN ZTNA également. Toute la partie SD-WAN, multilien, gestion multilien, c'est des choses qu'on fait nativement au travers de ce pack, reconnaissance des applications SaaS et la fourniture de Threat Intelligence, donc des indicateurs de compromission, hein, des IOC, comme on appelle ça, qui sont aussi embarqués dans nos solutions. Par contre, dès lors que vous voulez finalement assurer une navigation web sécurisée, dont on va parler juste dans le prochain slide, c'est plus intéressant de passer sur un pack premium, puisque effectivement, ça va débrider des fonctionnalités orientées web, notamment avec du filtrage web avancé, dont on va parler, et c'est également notre moteur Batch Fighter et l'antivirus avancé. Donc voilà, si vous posez la question, un pack essentiel pour faire de la segmentation réseau et du premium pour assurer de la navigation web sécurisée tout simplement. Voilà, Christophe, tu peux passer s'il te plaît? Donc, protéger la navigation web, on va voir comment ça se passe chez Storm Shield, quelles sont un peu les bonnes pratiques. Donc, l'idée, c'est effectivement de reparcourir des fonctionnalités qui existent aujourd'hui sur nos solutions. Alors, ça peut être des fonctionnalités qui existent depuis quelques temps, et on va évidemment en découvrir des nouvelles. Mais bien évidemment, pour commencer, l'idée, c'est d'abord de pouvoir faire finalement du filtrage, que ce soit sur de la source ou de la destination, sur des points, des sources, des IP qui pourraient être malicieuses ou en tout cas non légitimes. Donc ça peut passer par de la réputation d'IP. On a notamment un groupe de services web et de réputation IP qui est tout ce qui est justement IP et domaine malveillant, hein, que vous pouvez très facilement utiliser. Voilà, c'est une règle que vous mettez en place sur vos solutions qui vous permet de bloquer finalement déjà tout ce qui est illégitime, même, enfin pas illégitime, mais tout ce qui est malicieux. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la bonne pratique à mettre en place. Après, vous pouvez aussi vous aider de tout ce qui est IP géolocalisation, hein, si dans vos activités métiers, business, finalement, vous ne travaillez pas avec certains continents, avec certains pays, bon, c'est des choses que vous pouvez aussi facilement bloquer, hein, notamment dans la position géopolitique dans laquelle on se trouve, ça peut être plutôt intéressant. Donc ça, c'est première barrière de sécurité que vous pouvez mettre en place, donc c'est toute la partie IP réputation et IP géolocalisation, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve par défaut sur nos produits, donc qui s'appuient là encore sur une base de sécurité donc, qui est mise à jour tous les jours et qui nécessite évidemment une maintenance pour pouvoir bénéficier de toutes ces mises à jour. La, Deuxième point également, c'est depuis la version 4.4, donc aujourd'hui la version 4.4 elle a déjà quelques temps, mais c'est toujours bon de faire un rappel, c'est de pouvoir autoriser donc les services légitimes, les services web légitimes et bloquer tout ce qui est finalement illégitime ou non validé par la DSI, autrement dit ce qu'on peut appeler le shadow IT. Donc chez Stormshield, on a aussi cette capacité à faire du filtrage finalement par application web, application SaaS. Donc on a toute une liste d'applications qui est disponible, là encore nativement dans nos solutions avec une mise à jour quotidienne qui est effectuée. Donc vous pouvez facilement comme ça filtrer sur les applications de manière granulaire, hein. Si je prends effectivement dans le cas, on peut filtrer, par exemple, on peut bloquer tout ce qui est par exemple, service de crypto-monnaie, service de stockage en ligne, et autoriser uniquement finalement les applications que l'on souhaite. Donc, par exemple, si dans votre quotidien vous travaillez avec du stockage en ligne chez Microsoft, n'autorisez que Microsoft, par exemple. Si vous travaillez que avec Box ou avec Dropbox, vous pouvez facilement autoriser ces services. Et puis évidemment, vous pouvez autoriser les services Stormshield également. Euh, si vous utilisez nos pare-feux, c'est toujours plus intéressant. Donc on peut utiliser soit ces web services de manière complètement granulaire pour avoir une finesse de filtrage, ou bien s'appuyer sur des catégories de ces web services, justement, comme on peut le retrouver sur cette capture d'écran, là, différentes catégories pour lier à tout ce qui est cloud storage, tout ce qui est cloud computing, on peut voir tout ce qui est lié à Microsoft également, à Apple. Voilà, c'est des services, ça permet de faciliter la gestion au quotidien
pour les administrateurs sécu. Hop, next, merci. Donc une fois qu'on a bloqué les IP malveillantes, illégitimes. On a mis en place de la reconnaissance d'applications, là encore, autorisées ou non autorisées par la DSI. On peut mettre en place effectivement de la proxification de flux pour inspecter en profondeur le reste des flux web, donc tout ce qui est navigation Internet, donc protocole HTTP, HTTPS. Et donc ça passe par notamment, principalement déjà par du déchiffrement, puisque aujourd'hui la plupart des sites web finalement sont chiffrés donc en HTTPS. Donc pour cela, on peut rajouter facilement plusieurs règles de déchiffrement. Ces règles de déchiffrement qui peuvent être imputées à des utilisateurs soit qui ne sont pas reconnus dans le système, qui ne sont pas authentifiés sur le pare-feu, d'accord? Ou bien justement, ça vous permet de décliner des politiques différentes, donc des filtrages web différents pour des utilisateurs qui seraient reconnus et qui auraient peut-être potentiellement plus de droits. Donc ça, c'est important, c'est ce qu'on voit sur la gauche, hein, la partie déchiffrée pour les utilisateurs qui sont non connus, sur le LAN par exemple, et des utilisateurs qui seraient connus, donc par exemple ENI, tous les utilisateurs authentifiés qui sont aussi sur les réseaux internes. Donc ça, après, vous pouvez le décliner par groupe d'utilisateurs si vous le souhaitez, hein, si vous voulez mettre en place un filtrage un peu plus fin par utilisateur, c'est également possible. On a plusieurs méthodes d'authentification qui sont disponibles sur le pare-feu, là encore nativement, voilà, que ce soit par simple LDAP, par authentification Kerberos, par un portail captif, par du certificat, on va avoir aussi par du Microsoft Entra ID, par de l'Active Directory. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Sur la partie filtrage hop, j'ai pas encore terminé. On voit effectivement sur chacune des règles de sécurité, on peut mettre en place du filtrage avancé en spécifiant effectivement des profils de filtrage, que ce soit des profils de filtrage SSL dont on va parler tout à l'heure, l'antivirus, du sandboxing, de l'IPS également. Donc on a cette capacité, cette finesse de configuration que vous pouvez mettre en place, qui n'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours bon de rappeler les choses qui fonctionnent. C'est bon, tu peux passer, Christophe. Hop. Sur la partie filtrage de contenu, là encore, c'est important. Une fois pour mettre en place pour déchiffrer des flux, on peut s'appuyer donc sur des profils qu'on va retrouver sur des règles de sécurité. Donc, on a 10 profils d'inspection HTTPS notamment. Donc là, en l'occurrence, on a un petit encadré avec trois profils qui peuvent être notamment utilisés pour pouvoir finalement assurer plusieurs niveaux de sécurité qu'on a envie de mettre en place dans son organisation. Donc, c'est pas une obligation, hein, c'est simplement des exemples. Vous pouvez commencer par un premier profil qui est voilà, qui permet de bloquer tout ce qui est mauvais, entre guillemets, et de le laisser passer sans déchiffrer le reste. Donc ça peut être intéressant pour assurer un premier niveau de sécurité et quelque part euh, simplifier l'exploitation de cette fonctionnalité-là, parce qu'effectivement, plus on fait plus on met en place de configuration, plus aussi on peut se retrouver avec du traitement de faux positifs ou avec de la complexité de configuration. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Donc ça, c'est un premier niveau où ça vous bloquez tout ce qui est néfaste au travers de catégories de filtrage de filtrage SSL, TLS, avec des catégories justement qui sont assez claires hein, dans la dénomination, que ce soit tout ce qui est lié à des malwares, du phishing, du crypto mining par exemple, du spam. Voilà, ça, vous ne posez pas la question, vous bloquez. Et voilà, je pense que ça semble en tout cas légitime en termes de blocage. Et puis tout le reste, finalement, on le laisse passer sans le déchiffrer. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, ça va être bloquer ce qui est malicieux et déchiffrer le reste. Voilà, puisque effectivement, si c'est pas la peine de déchiffrer si on sait que c'est mauvais, donc on bloque ce qui est mauvais, on le bloque directement. Et par contre, tout le reste, on va effectivement l'inspecter un peu plus en profondeur pour comprendre, pour vérifier si effectivement il n'y a pas des tentatives d'attaque qui pourraient subvenir sur des flux qui, de prime abord, pourraient sembler légitimes. Donc là, on fait pas trop voilà, on bloque ce qui est mauvais et on déchiffre le reste et donc toute cette partie qui sera déchiffrée sera inspectée en profondeur, notamment par de l'IPS Storm Shield, par exemple. Et le dernier cas de figure qu'on peut mettre en place, c'est aller un peu plus loin dans la politique de sécurité, notamment des flux web chiffrés. Ça va être de pouvoir justement créer une liste blanche, hein, peut-être des sites notamment tout ce qui est bancaire, qui vont bypasser notre proxy SSL. Donc ça peut être voilà, lié par catégorie en utilisant la catégorie financial, par exemple. Donc ça, on met en haut de la politique tout ce qui est liste blanche, bypass.
Le deuxième, on peut s'appuyer sur des IOC, donc des indicateurs de compromission qu'on fournit de base, hein, c'est important, cette catégorie compromise URL, donc les URL compromises, n'ont pas besoin de licence avancée pour être utilisées. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette catégorie par défaut pour bloquer ce qui est déjà mauvais. Et après, effectivement, réutiliser la base d'URL avancée, donc ce qu'on appelle notre option EWC qui est dans le pack Premium, Extended Web Control, qui intègre plus de 70 catégories complémentaires. Donc ça, vous bloquez tout ce qui est mauvais. Et finalement, et après, en fonction effectivement de votre appétence, aussi de la charte informatique, c'est de pouvoir bloquer ce qui est entre guillemets non éthique ou bien ce qui n'est pas ce qui n'a aucun attrait avec vos activités business ou métier, tout simplement. Donc ce qui est non éthique, vous pouvez aussi le bloquer, le filtrer. Et après le reste, vous continuez effectivement à le déchiffrer comme bon vous semble pour assurer un haut niveau de sécurité. C'est bon, Christophe? Donc une fois que les flux ont été déchiffrés, donc vous pouvez aussi finalement les recatégoriser dans du filtrage HTTP ou si effectivement vous voulez aussi filtrer les flux qui sont déjà en clair. Donc de la même manière, vous pouvez mettre en place du filtrage d'URL sur HTTP avec toujours 10 profils qui sont des profils différents de la partie SSL. Donc là, si on passe, on peut effectivement de la même manière bloquer les catégories qui sont malicieuses et laisser passer le reste. Et de l'autre côté, on peut bloquer avec les 70 catégories qui nous restent, on peut les laisser passer, les identifier en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la sensibilité que vous pouvez avoir. Gardez quand même en tête que tant qu'aujourd'hui, effectivement, le web, et ça, vous le savez certainement, hein, la plupart du trafic web aujourd'hui est chiffré, donc si vous ne le déchiffrez pas, vous passez quand même à côté de beaucoup de choses. Hop. Ensuite, donc on a vu la partie partie proxification, on peut faire du filtrage de contenu qui viennent compléter finalement cette inspection avancée et ce déchiffrement web en s'appuyant sur l'antivirus, notamment l'antivirus de flux et le sandboxing. Donc aujourd'hui, ouais, les slides sont un petit peu mitigés. Ça a disparu, Christophe. En tout cas, pour le filtrage de contenu, donc on va s'appuyer sur donc Oui, l'antivirus. oui. Je sais, ça a disparu. Je modifie un petit peu. Il y a quelque chose qui s'est mal D'accord, passé dans la fusion. Je te laisse parler et je te remets tout de suite. ça marche. Donc l'antivirus, effectivement, dans la démarche, c'est important. Donc on va déchiffrer les flux, donc on va avoir les flux en clair. On va pouvoir vérifier si vous téléchargez un fichier voilà, depuis le web. On va pouvoir examiner finalement son empreinte. Si l'empreinte de ce fichier donc, va être analysée par l'antivirus, si son empreinte est identifiée comme étant safe, forcément on va le remettre à l'utilisateur sans souci. Si son empreinte est connue pour être malveillante, évidemment, on va le bloquer. Et s'il est gris, hein, on n'a pas de signature associée à ce fichier, et dans ce cas-là, on va être en mesure le pare-feu, quand je dis on, c'est le pare-feu qui fait ça automatiquement, il va pouvoir l'envoyer sur notre infrastructure cloud pour le faire détonner. Donc ça veut dire qu'il va être exécuté dans un environnement de bac à sable, hein, du sandbox. Donc c'est notre moteur Breachfighter, donc son petit nom marketing qui va permettre effectivement d'appliquer deux analyses en parallèle. Une première analyse comportementale, on va l'exécuter dans un environnement de système. Si cette analyse comportementale identifie un comportement suspicieux, bon, on va le bloquer évidemment, autrement on va le remettre. Et en parallèle, on a aussi une analyse à base d'un moteur d'IA, donc d'intelligence artificielle, qui va aussi venir checker ce fichier. Donc on a une double analyse qui est apportée pour assurer un haut niveau de sécurité. Donc si c'est identifié comme suspicieux, on bloque, autrement on le remet à l'utilisateur. Et donc si on applique tout ça, ces différentes couches, hein, puisque la cyber c'est aussi une défense en profondeur, et puis sous forme, voilà, comme un petit peu un oignon, hein, une défense par couche. Si on applique toutes ces couches effectivement pour venir sécuriser la navigation web des collaborateurs, ça permet de réduire aussi le risque cyber et d'éventuels désagréments de perte de service, de perte voilà, d'image de société aussi.
dont personne n'a évidemment envie. Hop, deux fois, ouais. Donc, deuxième partie, alors je regarde s'il y a pas des questions par rapport à cette partie-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Ok, ça a l'air bon. Donc, deuxième, après on pourra prendre les questions à la fin si vous le souhaitez, et si vous en avez. Deuxième point, donc rendez vos accès distants plus sûrs, hein. L'idée, effectivement, derrière, c'est de parler notamment de VPN. Donc chez Storm Shield, on fait du VPN SSL, d'accord, depuis de nombreuses années, hein, basé sur le moteur OpenVPN. On fait toujours du VPN SSL à ce qu'on peut entendre effectivement à droite à gauche, hein. Certains ont globalement arrêté le VPN SSL. On n'a pas pris cette décision-là parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous concernant, le VPN SSL fonctionne et est relativement simple à mettre en place. Je pense en tant que client, vous cherchez aussi des solutions simples et pas forcément des usines à gaz. Puisque bon, alors c'est bien les usines à gaz, on peut faire plein de trucs, hein, mais c'est toujours compliqué et on passe beaucoup de temps. L'avantage du VPN SSL, donc, ça reste simple et plutôt compatible, peu importe où on se trouve. Donc ça a cet avantage-là. On peut avoir dans le passé quelques objections qu'on a effectivement retravaillées. Et ça passe déjà, la première objection, c'était au niveau du client, de notre agent VPN. Donc on sort un nouvel agent VPN SSL, hein, qui est aujourd'hui, effectivement, qui a aujourd'hui cette tête, cette interface plus user-friendly. Donc c'est un agent VPN qui est inclus dans notre pack essentiel. Donc il n'y a pas de licence particulière pour que vous puissiez effectivement monter des tunnels chiffrés sécurisés pour vos utilisateurs, vos partenaires. C'est inclus nativement. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est historique. Cet agent est disponible depuis septembre, d'accord? Il est compatible avec nos versions 4.3, 4.8 et 5.0, dont on va reparler. Et ce qui, par rapport à l'ancien agent, donc qui était un peu moins sympa en termes d'ergonomie, c'est que cet agent est multi-OS. Aujourd'hui, on va être capable de supporter les environnements Windows, Mac, Linux. Donc, si vous avez des parcs de PC hétérogènes, c'est toujours intéressant d'avoir le même outil installé, quel que soit l'OS. C'est un produit qui est récupérable à la fois sur MyStormShield, donc notre portail client partenaire, mais aussi sur l'URL vpn.stormshield.eu. D'accord? Donc ça, vous pouvez le récupérer sans souci. Depuis, vous avez retrouvé après, l'ergonomie a changé évidemment. Le fonctionnement reste relativement assez semblable, hein. Vous êtes en mesure de créer voilà, une sorte de carnet d'adresses, hein, une liste de différentes connexions pour pouvoir se connecter à différents points de terminaison de VPN SSL Stormshield. Donc, dans cet agent VPN SSL, on a évidemment plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles, soit depuis quelques temps, soit des nouvelles, hein. Donc aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis la version 4, si je dis pas de bêtises, ou 4.5, on a du MFA qui est disponible. Le MFA, donc de l'authentication multifacteur. Donc c'est toujours important pour venir durcir les accès et assurer aussi un haut niveau de sécurité. Un bon nombre de sociétés, d'organisations qui se sont fait pirater justement au travers du VPN SSL parce que les accès étaient, on va dire, entre guillemets, trop light. Donc le MFA aujourd'hui, ça devient on a envie de dire, un basique, une obligation, hein, quelque part, pour assurer ce niveau de sécurité, éviter et réduire sa surface d'attaque. Donc nous, on propose à nos clients une première méthode, donc en TOTP Storm Shield, qui permet, tu peux passer, je dois avoir ouais, voilà, encore, donc qui permet effectivement de mettre en place du MFA à la fois sur le VPN SSL, mais pas que. Ce MFA, on peut le mettre en place également sur le portail captif disponible sur notre pare-feu pour faire de l'authentication interne, par exemple, mais aussi pour les admins, pour se connecter à l'interface d'administration en SSH, ou bien aussi en IPsec, que ce soit en IKE V1 ou V2, on est capable de le faire. Donc c'est très simple, hein, le TOTP, c'est quelques clics pour l'activer, hein, on le voit, c'est une case à cocher, donc c'est très simple. Et après, en termes d'expérience utilisateur, on a un enrôlement qui se fait au travers du portail captif. La première connexion, l'utilisateur va pouvoir enrôler un smartphone pour pouvoir enregistrer son OTP. D'accord? Donc aujourd'hui, notre agent, il est disponible uniquement sur Mac, Windows, Linux, hein. Je vois des questions en même temps. Aujourd'hui, non, étant donné qu'on fonctionne également sur OpenVPN, si vous avez voilà, des smartphones, tablettes
voilà, qui n'ont pas évidemment l'agence Storm Shield, vous pouvez également utiliser l'application OpenVPN. On va avoir des solutions très prochainement pour répondre à ces cas d'usage pour monter des connexions sécurisées voilà, quel que soit l'OS, quel que soit le device. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Extreme IT, on pourra en discuter. Voilà. Deuxième point lié au MFA également, c'est avec Microsoft. Donc avec la version 5, pour le coup, ça c'est une nouvelle fonctionnalité en version 5.0 qui est sortie en version EA depuis septembre. Notre nouvel agent, si tu peux passer un petit clic, voilà, notre nouvel agent intègre une fonctionnalité de connexion SSO. Donc on coche la fonctionnalité SSO, on indique le FQDN ou l'IP public de connexion. Quand l'utilisateur veut se connecter en VPN, le pare-feu vous renvoie finalement sur un portail finalement lié de Microsoft. L'utilisateur a la même expérience utilisateur de facto, que ce soit pour se connecter sur son VPN SSL ou bien pour accéder à une autre application métier qui dépendrait justement de l'authentification de Microsoft. L'avantage, c'est qu'on peut fédérer le MFA, d'accord, au lieu d'avoir un OTP dédié pour le VPN SSL basé sur le Stormshield OTP. Là, on vient réutiliser ce qui existe déjà, c'est-à-dire le MFA Stormshield avec, par exemple, un push ou une saisie d'OTP par l'application Microsoft Authenticator, par exemple. Une fois que l'utilisateur a bien validé son authentification, le pare-feu reçoit la notif entre guillemets que il a le droit de se connecter et le tunnel est ouvert et l'utilisateur finalement accède bien à ses ressources d'entreprise ou d'organisation. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité version 5. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi pour indiquer si aujourd'hui vous travaillez déjà avec Microsoft Entra ID ou si vous projetez dans un avenir court terme sa mise en place, ou si vous travaillez sur ou souhaitez vous travailler actuellement ou prochainement avec un autre provider d'identité basé sur voilà, également dans le cloud, autre que Microsoft Entra ID, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours clients pour faire améliorer nos produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a rendu possible cette intégration avec Microsoft Entra ID en utilisant le protocole OpenID Connect. Effectivement, demain, en version 5.1, donc prévu sur ce semestre, on va élargir cette capacité d'interopérabilité avec d'autres providers d'identité autres que Microsoft Entra ID. Sur l'authentification, on peut voir LDAP Liquid vers un IAM. Justement, un IAM, après avoir la définition d'IAM, mais donc IAM, dans ce contexte-là, j'identifie moi un identity provider, donc une source d'identité cloud. Et comme je le disais, aujourd'hui c'est de l'Entra ID, demain ça pourra être effectivement un autre, ça peut être du Keycloak en open source, ça peut être de Docker. Bon, globalement, des providers d'identité qui utiliseraient OpenID Connect en connectivité, en mécanisme de contrôle en tout cas. Troisième point, nouvel agent, la capacité à mettre du MFA soit nativement par nos solutions, soit au travers d'un provider d'identité. Et ce qui est aussi important, c'est de pouvoir durcir mettre en place de la posture de poste pour assurer un haut niveau de conformité, justement, ce qu'on appelle le ZTNH chez Stormshield, le Zero Trust Network Access. Donc, là encore, c'est une fonctionnalité qui est apparue en 4.8. Donc 4.8 qui est notre dernière version LTSB. Donc si vous êtes déjà client Stormshield, évidemment, je vous recommande de passer à minima dans cette version 4.8. Si vous utilisez la version 4.3 auparavant, voilà, passez sur la 4.8 qui est depuis septembre également notre version LTSB. Donc c'est vraiment le moment de la mettre en place pour assurer un haut niveau de stabilité et récupérer toutes les fonctionnalités également qui ont été développées depuis la version 4.3. Et donc depuis ces dernières fonctionnalités, on va retrouver cette partie ZTNA qu'on vient finalement très facilement activer, là encore dans les paramètres du VPN SSL. Voilà, on a un petit toggle à pousser pour activer. Donc là, si tu peux passer, ce qui, une fois activé,
on va pouvoir finalement venir cocher les différents paramètres de posture que l'on a envie d'activer, hein. Évidemment, c'est en fonction de vos souhaits, de ce que vous souhaitez faire. Vous n'êtes pas obligé de tout activer. On va pouvoir autoriser, par exemple, faire du contrôle sur la version de l'agent Stormshield qui est utilisée. Donc, si vous voulez n'autoriser qu'une version spécifique, donc, ou en tout cas une version, les dernières versions 5, bah, vous pouvez le faire. Ou sinon, effectivement, vous pouvez autoriser une version, encore les versions 4, si vous le souhaitez. Donc l'avantage, si on publie effectivement une version qui était buggée ou sur laquelle on a une anomalie qui a été identifiée, une vulnérabilité, l'intérêt c'est que vous pouvez très facilement empêcher l'utilisateur de se connecter sur cette version qui présenterait finalement un risque de connexion. Aujourd'hui, cette partie ZTNA s'applique essentiellement sur des postes Windows, d'accord? Ce qui fait qu'on peut mettre en place un bypass pour les agents qui se connecteraient sur du Linux ou du macOS, ou bien ce qu'on peut appeler des postes, des agents non compatibles, notamment quand on travaille avec de l'OpenVPN. Sur les différents critères de posture, on va en retrouver quelques-uns. Donc là, on va être en mesure de mettre en place de la vérification pour vérifier si l'antivirus du poste de travail est à jour, si le pare-feu, par exemple Windows, est activé, si notre solution SES est installée, si l'utilisateur a des droits d'administration locale. Là encore, ça peut présenter un risque, donc on peut l'empêcher de se connecter. Et on peut vérifier aussi la version de Windows. Donc si c'est du Windows 10, Windows 11, et limiter une certaine build de Windows. On peut assurer aussi, notamment ça c'est très intéressant pour assurer que uniquement des postes managés dans le domaine puissent se connecter ou des utilisateurs inscrits au domaine puissent se connecter. Donc on peut également vérifier ce critère-là. Ça permet d'éviter qu'un utilisateur finalement vienne télécharger son agent VPN Storm Shield, connaisse l'URL, le FQDN pour s'y connecter ou l'IP public, et finalement puis puisse monter un tunnel avec n'importe quel terminal pour accéder à son application, ce qui serait dans certains cas très pratique, dans d'autres un peu moins sécurisé. Euh, donc voilà, c'est des choses qu'on peut mettre en place, c'est très simple à mettre en place comme vous voyez, hein, c'est juste quelques boutons à cocher, donc c'est plutôt simple. Euh, les captures d'écran sont des captures sur la version 5, d'accord? Donc ça peut différer un peu de ce que vous avez aujourd'hui en production. Si vous êtes sur de la 4.3 ou de la 4.3, vous n'avez pas le ZTNA, mais si vous êtes sur de la 4.8, effectivement, le menu sera un petit peu différent, mais vous retrouverez ces fonctionnalités-là. Hop. Et après, je pense que c'est le dernier point. Là encore, depuis la version 5, on a souvent été challengé sur la bande passante allouée au VPN SSL par utilisateur, notamment voilà, sur les versions 4. Alors ça, voilà, ça marche bien, la connexion était plutôt simple à mettre en place. Par contre, dès lors qu'on avait peut-être des gros fichiers à récupérer via le VPN SSL, on avait une bande passante qui pouvait être un peu affaiblie. Depuis la version 5.0, en fait, on a intégré une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le DCO, le Data Channel Overflow, et qui est activable là encore dans les paramètres du VPN SSL. Donc c'est une case à cocher, c'est pas activé de base parce que comme c'est quelque chose de relativement nouveau, on n'a pas envie de vous forcer la main pour la mettre en place et de finalement que vous mettiez à jour votre système et que vous rencontrez peut-être des anomalies ou des dysfonctionnements. Donc on a préféré être prudent, en tout cas pour le lancement de cette fonctionnalité, et la laisser désactiver par défaut. Donc vous pouvez, ça ne vous empêche évidemment pas de la déployer, mais au moins vous savez que vous le faites. L'avantage de ce DCO, du coup, ça va vraiment véritablement booster la bande passante sur le VPN SSL. Alors, il n'y a rien de magique, hein, c'est simplement que cette fonctionnalité DCO, Data Channel Overflow, va permettre de faire toute la partie gestion du chiffrement, de gestion de la connexion VPN SSL directement au niveau du kernel du pare-feu. Là où dans les versions précédentes, en version 4.8, c'était des opérations qui étaient exécutées en fait dans le userland. D'accord? Donc là, on est directement au niveau du kernel, au même niveau que du VPN IPsec. Et donc finalement, ce qui est intéressant pour vous, c'est que ça vient vraiment véritablement booster la bande passante. Donc on est sur
sur des ratios qui commencent à x3 à peu près. Donc ça commence à être beaucoup plus intéressant de x3 à x10, quoi. Et je pense que c'était le dernier point lié à cette partie de Remote Access. Si vous avez des questions. Effectivement, c'est les derniers points. Pendant le temps que tu faisais ta présentation, je regardais un petit peu les questions. Il y en a une notamment qui est la SMC est capable de gérer autant de SM que l'on souhaite ou il y a une limitation. Il y a une limitation, après ça reste une limitation quand même relativement haute. Voilà, on est sur des 500, on doit être au niveau de 500 firewall à peu près. Donc, hormis si vous êtes au-dessus de 500 firewall à gérer, voilà, on peut après en discuter. Si c'est effectivement en dessous, voilà, c'est le sujet, il n'y a pas vraiment de sujet, quoi. Ouais, il n'y a pas de limitation logicielle en fait, il n'y a pas de limitation par Mm. licence, c'est ça que tu veux Non, dire. non, alors, non, non, après, effectivement, alors, il y a quand même des licences sur le SMC. En fait, on va avoir une licence one shot à acheter basée sur le nombre de pare-feu à venir à connecter, à faut gérer. Donc, ça peut être à partir de 5. Donc, c'est le premier palier de licence. Après, ça va 5, 10, 25 et ça monte. On a une version après illimitée, justement, si vous avez des besoins importants. Et à cette licence perpétuelle one shot d'acquisition, vous avez une maintenance annuelle qui est associée, là encore, en fonction de paliers et de nombre de pare-feux que vous pouvez exploiter. Ok, merci. Il y avait une autre question, mais en fait, un autre participant a répondu. Effectivement, concernant l'agent VPN SSL prévu pour Android, effectivement, il y a pas l'agent VPN SSL fourni par Stormshield, n'est pas prévu pour Android. Effectivement, il faut utiliser OpenVPN. Et il est possible effectivement d'activer la double authentification avec OpenVPN. Enfin, l'authentification OTP, hein, avec effectivement, il faut mettre le code OTP à la fin du mot de passe. Enfin, voilà, ça c'est la petite astuce, mais c'est Yann qui a répondu. Voilà, il y a le coup, je pense, Yann. Et voilà, ça fonctionne aussi, l'authentification One Time Password fonctionne aussi avec OpenVPN sur Android. Tout à fait. Ok. Je vois une nouvelle question enfin, qui est arrivée. Ouais, effectivement, on a eu, alors, dans le passé, on a eu beaucoup de clients qui se sont résignés à utiliser OpenVPN parce que quelques instabilités, on va dire, difficultés d'exploitation système, d'administration, liées à notamment l'installation, désinstallation, mise à jour, etc. Ce qui s'est passé aussi chez nous, c'est qu'on a fait des changements d'équipe R&D, notamment, pour avoir des personnes un peu plus capées sur le développement Windows, qui était largement utilisé auparavant, en tout cas sur le VPN SSL, ce qui permet aujourd'hui de sortir cette version 5 plus aboutie et effectivement plus stable pour tout ce qui est administration système. Et très prochainement, on aura aussi des nouveautés qui arriveront justement pour, euh, pour favoriser, améliorer l'exploitation, la visibilité de ces différents agents qui seront déployés sur les postes des utilisateurs. Et là encore, je reviens sur la partie support mobile et tablette. Si vous avez des sujets, voilà, des problèmes, vous rencontrez des problématiques aujourd'hui sur ces supports-là, n'hésitez pas à revenir vers Extreme IT. On a des choses qui sont dans le tuyau sur 2026 et dont on pourra évoquer ensemble. Ouais, je pense que ça fera l'objet d'un autre webinaire, ça d'ailleurs, parce que c'est très intéressant. Et effectivement, ça mène ça ouvre un peu le champ des possibles sur les connexions, les interconnexions de sites, en fait, C'est effectivement. ça, et du coup, ça vient en lien justement avec la question qui vient d'arriver. Si on supporte WireGuard, non, c'est pas du tout prévu. On proposera une autre solution basée plutôt sur du Quick, notamment, et pas sur WireGuard. Il sera tout autant simplifié et tout autant robuste et support de tout ce qu'on appelle le PQC, le post-quantique cryptologie, justement, puisque c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, notamment en matière de souveraineté et en matière effectivement de sécurité long terme aussi, avec l'avènement des ordinateurs quantiques qui finiront par arriver un jour. Il faut quand même avoir aussi en tête, je fais une petite aparté sur la partie PQC, post-quantique.
Aujourd'hui, l'ANSSI, et ce qui avait été indiqué aux assises d'octobre dernier, c'est qu'il n'y aura plus de qualification sur les équipements de sécurité si elles ne sont pas compatibles, en tout cas, ou qui n'intégreraient pas de capacité justement à sécuriser les communications au niveau PQC. Donc, à être en mesure de disposer de protocoles capables d'assurer ce niveau de sécurité est primordial pour vous, mais aussi et pour qu'on puisse vous délivrer des solutions hautement sécurisées. Les clés FIDO, c'est un sujet. J'aurais pas de réponse dans l'immédiat. Là encore, je suis preneur des cas d'usage pour bien comprendre ce que vous attendez. S'il y a d'autres questions, alors n'hésitez pas, si on peut débloquer les micros aussi si c'est trop long à taper. Les gens sont toujours constructifs. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou demander dans le chat de débloquer le micro, je le ferai volontiers. Soyez pas timide. Bon, Donc a priori, il y a plus de questions a priori. On est dans les temps, on finit un petit peu avant. Moi, je merci Mélène en tout cas de cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses. Il y a une dernière question. Euh, DCO, le DCO est uniquement compatible en V5, en ouais, version 5 du pare-feu. version 5 du pare-feu, donc qui n'est pas activable hein, sur le SN, enfin tout ce qui est en dessous de SN X20, quoi, en fait, Ouais, tout 310, ce qui, ouais, 200. ouais, là, effectivement, on n'en a pas parlé. Tout ce qui est Oui, ancienne gamme, SN 160, 210, 310, ne monteront pas en version 5. Donc elles seront figées en 4.8. Hein. Alors la 4.8 est loin de disparaître quand même. Hein. Donc on assurera effectivement notre maintenance comme il faut. Par contre, c'est ce mode DCO uniquement disponible à partir de la version 5 du pare-feu. Et pour le client Windows, alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Euh, non, alors, en fait, il faut voir deux choses. Il y a la version 5, et c'est décorrélé, la version 5 du pare-feu et la version 5 de l'agent. D'accord? Donc aujourd'hui, on a la version 5 de l'agent, ou 5.1, est compatible avec les versions 4.3, 4.8 et 5 du pare-feu. Donc, et la version et le fonctionnement DCO que j'ai évoqué tout à l'heure est compatible uniquement effectivement sur le pare-feu en version 5. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais effectivement, on a un développement, des versions qui sont sur les mêmes numéros, les mêmes indentations, mais qui n'ont quelque part aucun rapport. Quoi. ouais, vous pouvez passer sur la version 5.1 du client VPN Stormshield sans problème, puisque voilà, si vous êtes effectivement, alors ça fonctionne même en version 4.0, tu viens de dire, mais je j'ai pas, alors, en tout En cas, 4.3, 4.8 et 5. 4.3, 4.8 et 5. Et elle est stable puisque nous, on l'utilise tous les jours maintenant. Et effectivement, elle est stable et beaucoup plus user-friendly, comme on le dit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement, beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Eh ben voilà, il est top, le Kion 5.1. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous remonter. Voilà, si vous avez voilà, des cas d'usage, des problématiques que vous rencontrez, soit parce que vous n'êtes pas encore client Storm Shield et Extreme IT, ou soit parce que vous l'êtes déjà et vous aimeriez voir d'autres choses arriver. Voilà, c'est évidemment, on est, ce que je disais en introduction, hein, c'est qu'on Storm Shield, on est 450, on est alors une grosse PME, mais on est aussi à l'écoute de nos clients et de nos partenaires. Donc c'est important. La partie R&D est aussi drivée par rapport à vos besoins. Et voilà, c'est ce qui priorise aussi nos développements. Ouais, et le partenariat Storm Shield de Extrémité, il date de pratiquement 25 ans, puisque effectivement, on a toujours distribué Storm Shield, enfin Netask à l'époque, hein, et puis Storm Shield, et effectivement, on a une bonne expertise dessus, et on est toujours ravis d'échanger sur les fonctionnalités, et de voir arriver de nouvelles fonctionnalités qui sont très intéressantes. Merci en tout cas à tous de votre participation.
Merci Mélène, je le redis une nouvelle fois. Et puis, si vous avez des questions post-webinaire, n'hésitez pas à revenir vers Extrémité et on pourra faire un rendez-vous plus personnalisé si vous le souhaitez. Voilà. Merci à vous.